Dans ce chapitre, nous allons aborder l'étude des systèmes dynamiques, c'est-à-dire l'étude des systèmes physiques qui bougent au cours du temps. Ces systèmes peuvent aller des mouvements des planètes jusqu'au mouvement d'une bille sur un plan ou d'un pendule. L'évolution au cours du temps des systèmes a été un objet d'étude qui a duré des siècles et qui a commencé au XVIIe siècle, au XVIIIe, par l'étude des mouvements des planètes. Et pour ce faire, Newton et Leibniz, les deux grands savants concurrents de cette époque-là, ont élaboré ce qu'on appelle le calcul infinitésimal, qui fait intervenir le calcul des dérivées. Au cours du temps, des équations avec des dérivées ont été développées pour étudier les différents systèmes physiques et des méthodes ont été cherchées pour trouver des solutions. Très vite, on s'est rendu compte que toutes les solutions étaient loin d'être accessibles au calcul à la main, sur papier. Et lorsque l'ordinateur est arrivé, au milieu du XXe siècle, on a cru que tout était gagné, que l'on allait pouvoir avoir accès à l'ensemble des solutions des systèmes dynamiques. Mais déjà, Poincaré, sans ordinateur, au début du XXe siècle, nous avait prévenu, attention, ce ne sera pas si simple que ça. Et nous verrons ces difficultés dans la deuxième partie de ce chapitre. Donc c'est parti pour l'étude des systèmes dynamiques. Un système dynamique, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui évolue au cours du temps et qui, dans l'espace, évolue aussi. Et il évolue en fonction de la structure de cet espace, cette structure pouvant être décrite par ce qu'on appelle des opérateurs de dérivation. Donc, l'évolution au cours du temps va faire intervenir les notions bien connues de vitesse et d'accélération. La vitesse, on sait comment la mesurer. On prend une voiture qui va de Nantes à Rennes, on connaît la distance, on connaît le temps qu'il faut pour faire le trajet, on divise la distance parcourue par le trajet, par le temps de trajet, on a la vitesse. Mais c'est une vitesse très moyenne, et donc Leibniz et Newton ont introduit la notion de vitesse instantanée en disant mais on peut calculer cette vitesse instantanée en faisant diminuer le pas de temps jusqu'à le ramener jusqu'à sa plus petite valeur possible. Ceci donne accès à ce qu'on appelle la vitesse instantanée, c'est-à-dire la dérivée première de la position. Mais comme au cours du temps, la vitesse aussi elle-même peut évoluer, c'est ce qu'on appelle l'accélération. On fait le même travail sur l'évolution de la vitesse au cours du temps et on a donc accès à l'accélération qui est une dérivée seconde par rapport au temps. Dans l'espace, on a une situation similaire, sauf que la notion de vitesse et d'accélération sont remplacées par pente et par courbure. Le nom savant dans l'espace de la dérivée s'appelle les gradients, et le nom savant pour la dérivée seconde et pour la courbure, ça s'appelle le laplacien. En effet, dans l'espace, on va pouvoir caractériser la structure de l'espace par ses pentes et par ses courbures, qui sont des dérivées première et seconde, c'est-à-dire des limites de la valeur de l'altitude, par exemple, entre deux points de l'espace. Et cette différence d'altitude divisée par la distance entre les deux points de mesure va donner une estimation de la pente. Et si on prend des points très rapprochés, on aura la valeur de la pente instantanée, telle qu'elle est décrite ici sur le petit schéma par la flèche bleue. Et ces variations de la flèche indiquent la variation de la pente au cours dans l'espace. Et puis en vert, on fait apparaître autre chose qui est la courbure, qui est donc liée à la variation de la pente, puisqu'on voit que la pente change de signe. La courbure fait intervenir ce qu'on appelle la dérivée seconde de la position, de la fonction ou de la pente. Donc ceci étant dit, une fois qu'on a compris et admis la notion de dérivée et de première et seconde, on peut aborder les problèmes que Newton et Leibniz se sont attachés à résoudre. D'abord, prenons le cas le plus simple que Newton a résolu, qui est le cas de la chute des corps, avec la fameuse légende de la pomme qui tombe de l'arbre. En effet, la pomme est au repos, et on prend ce point-là comme origine de l'espace.
Sa position, lorsqu'elle tombe, va augmenter au cours du temps, va varier au cours du temps, et Newton s'est intéressé à l'équation qui allait donner la valeur de la position au cours du temps. Il a fait intervenir le fameux théorème sur la force, qui est égal, la pesanteur est égale à m fois l'accélération, qui se traduit par une équation en rouge ici. Une accélération, c'est une dérivée seconde, et ce que dit Newton, c'est que la dérivée seconde au cours du temps, c'est-à-dire l'accélération, elle est constante et elle est liée à g, qui sur Terre vaut 9,81, c'est la constante d'attraction adaptée à la situation sur Terre. Et puis on n'a plus qu'à résoudre cette équation-là, en partant d'un x initial qui vaut 0, une vitesse initiale aussi que l'on suppose égale à 0, eh bien, Newton et beaucoup d'autres depuis ont résolu le problème. On trouve que la position x est égale à 1,5 de g le t au carré, c'est-à-dire que la position augmente comme le carré du temps, alors que la vitesse augmente comme linéairement au cours du temps. Et ceci, bien sûr, dans l'hypothèse où on ne tient pas compte du freinage de l'air. Ceci n'est qu'un exemple d'un grand nombre d'équations dynamiques qui auront toutes la même structure. À gauche, en bleu, les opérateurs d'évolution du temps qui feront intervenir soit et ou la vitesse et ou l'accélération. Et à droite, le fait que le système évolue, c'est qu'il y a des forces ou des déséquilibres dans l'espace qui sont le moteur de ce mouvement. Et ces déséquilibres, cette structure de l'espace, elle est décrite par les deux dérivées dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la dérivée première qui est le gradient, qui est la pente, et la dérivée seconde qui peut être la courbure de la pente. Alors passons très rapidement les principales, juste pour, non pas pour les résoudre, mais juste pour les évoquer. D'abord à une dimension, parce que ensuite on peut généraliser à plusieurs dimensions. Donc une équation que l'on a vue, qui est celle de Newton, et qu'on peut généraliser à d'autres cas que la pesanteur, lorsque la force qui fait agir le mouvement n'est pas simplement la pesanteur, mais d'autres forces, eh bien, on a une expression qui est la dérivée seconde, l'accélération, est égale à moins la pente du potentiel qui agit sur le corps. Ça peut être du magnétisme, ça peut être toute autre force électrique ou d'autres. Une équation très importante, c'est l'équation de la chaleur ou l'équation de la diffusion, qui décrit le phénomène bien connu. Si vous avez une barre conductrice de métal, par exemple, si vous la chauffez à un bout, la chaleur va se propager, la température va évoluer, et se pose la question, quelle est l'évolution au cours du temps, et en fonction de x, la position de la barre. Ceci est décrit par une équation qui a été trouvée au début du XIXe siècle, qui dit que la dérivée de la température par rapport au temps, donc à gauche, on dérive par rapport au temps, est égale à un facteur près la dérivée seconde de la température par rapport à la position. Donc courbure, et là c'est dérivée première, en gros une vitesse. Une autre très importante qui a été évoquée dans un chapitre précédent, c'est l'équation dite de Boltzmann, qui décrit non pas la position d'un corps, mais la probabilité qu'ont les particules d'un gaz d'avoir une position et une vitesse données à un instant donné. C'est une équation assez complexe, mais qui a la même structure. À gauche, la dérivée première au cours du temps est une fonction qui fait intervenir les dérivées de la position et de la vitesse au cours du temps, plus un terme de collision. Donc, structure identique qui permettent d'écrire l'équation qui donne la probabilité qu'ont les molécules du gaz ici d'évoluer au cours du temps en s'entrechoquant. Une autre équation très connue à notre échelle, puisque c'est l'équation du son, qui est l'équation des ondes sur l'eau, du son, eh bien, l'amplitude du son est déterminée par l'équation d'onde qui est la suivante. La dérivée seconde de l'amplitude du son au cours du temps est égale à un facteur près qui est la vitesse de l'onde, la dérivée seconde, la courbure si l'on veut, de l'amplitude du son en fonction de x.
Donc une équation très simple, mais qui donne énormément de solutions et de phénomènes divers, suivant notamment les conditions limites dont on pourrait parler ultérieurement. Et voilà les solutions que l'on obtient. Donc, quelques exemples qui vous montrent la structure générale des systèmes dynamiques, à savoir à gauche une évolution au cours du temps qui dépend, et à droite qui dépend de la structure de l'espace décrite par des dérivées premières ou secondes en fonction de l'espace. Alors, ce sont des équations déterministes, parce que si on donne des bonnes conditions initiales, eh bien, on est capable de prédire le mouvement dans ce calcul-là. Par exemple, lorsqu'on lance une bille en l'air, eh bien, c'est l'équation de Newton qui fait intervenir la dérivée seconde. Donc, pour calculer la trajectoire, on a besoin de savoir d'où l'on part, mais aussi quelle est sa vitesse initiale. Et après, le calcul est complètement déterminé. Bon, derrière ces équations-là se cache aussi une propriété extrêmement importante qu'on appelle la réversibilité. La réversibilité par rapport au temps. En effet, qu'est-ce qui se passe si l'équation, on change le temps en moins t, t en moins t, ce qui est fort possible sur les papiers, mais qui n'est pas toujours possible dans la réalité. Eh bien, il y a des équations qui sont réversibles, comme les équations de Newton, ou les équations d'onde classiques, parce que si on lance une bille dans le schéma à côté, et qu'elle retombe là, si on refait le mouvement exactement inverse, on aura la même trajectoire, en oubliant bien sûr, en supposant que les frottements de l'air sont négligeables. Par contre, d'autres équations sont irréversibles, comme l'équation de la chaleur et l'équation de Boltzmann, qui sont des équations qui sont irréversibles. Quand on chauffe une barre à un bout, à une de ses extrémités, et que la température évolue, eh bien, il n'y a aucun processus qui permet de refaire le processus inverse. En vue, donc, ces équations-là, et il y en a bien d'autres, ont été très étudiées, sauf que très vite on s'est aperçu que les solutions qu'on peut écrire sur le papier sont en très grande minorité. Et qu'on avait donc des difficultés à écrire de nombreux phénomènes, puisque on ne pouvait pas trouver la forme analytique des solutions. Alors le principe, ça a été au départ peut-être un petit peu sur le papier, mais ça s'est avéré très vite impossible, et c'est seulement l'ordinateur qui va permettre de résoudre cette solution. Eh bien, c'est de remonter un petit peu en arrière, de refaire un peu le travail inverse de Newton et de Leibniz, et c'est à dire, puisqu'on ne résout pas les équations de manière continue, revenons à la notion de dérivée telles qu'on les a définies, et au lieu de faire un pas de temps continu, faisons un pas de temps discret. L'intérêt, c'est qu'on a affaire à des nombres, à des tableaux de nombres, qui sont parfaitement adaptés au traitement par ordinateur. Donc, en rebobinant le système, eh bien, une dérivée première sera obtenue en prenant la valeur de la fonction à un temps t donné, moins la valeur à un temps t auparavant, et on numérote généralement les pas de temps par un indice, divisé par le pas de temps. Et quand on fait l'opération, pour les dérivées secondes, pour avoir une dérivée seconde, eh bien, on prend la situation à un temps i plus 1, moins 2 fois la situation au temps i, plus 2 fois, là il y a une erreur, plus une fois au temps u i moins 1, divisé par le pas de temps au carré. Donc on revient un petit peu aux sources, sachant que ces formules discrètes sont parfaitement adaptées pour traitement par ordinateur. Alors, on va donc avoir ces équations vont déterminer ce qu'on appelle des automates. Des automates, eh bien, ce sont des petits algorithmes très simples qui sont très adaptés, par exemple, au calcul sur un tableur Excel, qui permettent de résoudre numériquement les équations de manière très simple. Alors, je donne quelques idées. Alors, d'abord, le calcul approché de l'accélération. Je prends la voiture de Gaston, je mesure sa position au temps t moins delta t, au temps t, et au temps t plus delta t, je vois que l'écart a bougé, donc quelque part la vitesse a changé. Donc, comment je vais faire pour calculer l'accélération de la voiture de Gaston? Eh bien, je vais appliquer l'algorithme que j'ai là, en particulier si x valait 0 au temps t égale 0, 1,50 m une seconde après, 6 mètres une seconde après,
et 10 mètres 3 secondes, à 3 secondes, eh bien, je peux faire un calcul. Je peux calculer l'accélération au temps t égale 1 en prenant les trois valeurs, avec les trois valeurs qui l'encadrent, et j'obtiens une accélération de 3 mètres par seconde au carré. Et puis si je fais le calcul au temps t égale 2, j'obtiens une autre valeur, et je m'aperçois que l'accélération est négative, c'est-à-dire que la vitesse de la voiture continue à augmenter, mais elle augmente de moins en moins vite. C'est ce qu'on appelle l'accélération négative, ou donc le freinage. Donc, ceci, c'est pour illustrer ce que l'on peut faire de manière très simple, dès qu'on a mis les problèmes sous forme de table, de nombres à manipuler. Alors, prenons le cas de la chute de la pomme. Je passe les détails du calcul. On aboutit tout de suite à la relation à l'automate qui est ici, qui va donner que la valeur de la position de la pomme au temps i plus 1 est égale à 2 fois la position au temps i, moins 1 fois la position au temps i moins 1, plus le terme qui vient de l'accélération, qui est g delta t carré, ce qui donne le petit automate suivant. Une fois que j'ai calculé x0, x1, je peux calculer toutes les positions successives au temps qui arrive, puisque en appliquant cet algorithme, pour avoir le temps xi plus 1, il suffit que je prenne moins d'une fois la valeur de x moins 1, plus 2 fois la valeur de xi, et que je rajoute le g delta t carré, et j'obtiendrai donc la valeur xi plus 1. Et en effet, c'est ce que je fais sur un tableur Excel. Je fais le calcul, et là j'ai la valeur de x approché, et là j'ai la valeur x exacte. Elles sont absolument identiques. Alors là, ce n'est pas un miracle, ce ne sera pas toujours le cas, mais il se trouve que là, c'est une des propriétés des équations et des paraboles qui font que l'approximation est exacte. Généralement, le calcul approché n'est pas rigoureusement identique au calcul exact, mais on donne une très bonne approximation. C'est ce qu'on observe par exemple dans les oscillations d'un ressort. Si j'ai un ressort que j'étire et que je laisse osciller, eh bien, par rapport à sa position d'origine, si je l'écarte, il va y avoir une force de rappel qui est négative et qui va tendre à le ramener à la position initiale. C'est donc une équation qu'on obtient que la dérivée seconde, cette force-là, va ramener le ressort à sa position initiale. Elle est négative et elle est proportionnelle à l'écart, à la façon dont j'ai tiré le ressort. Même petit travail, et j'obtiens le nouvel automate pour cette équation de l'oscillateur harmonique, l'équation de Newton, qui a cette forme-là, qui est légèrement différente, mais qui donne une structure d'automate tout à fait identique, avec une petite variation ici. Je mets ça sous Excel, et j'obtiens la solution approchée ici, la solution exacte là. Elles sont presque identiques, à quelques 1% près, même moins de 1% près. C'est le propre des solutions approchées. Et si je veux améliorer le calcul, il faut que je prenne un pas de temps pas trop grand. Ici, j'ai pris un pas de temps de 0,25 secondes. Si je voulais améliorer la précision, il faudrait que je prenne un pas de temps de 0,1 seconde. Voilà. Sur ces deux exemples, j'ai démontré que lorsqu'on a une équation dynamique avec des opérateurs à gauche qui dépendent du temps et à droite des opérateurs qui dépendent de l'espace, si on discrétise les dérivées premières et secondes de ces deux quantités-là, ceci donne lieu à ce que j'appelle un automate, c'est-à-dire une structure répétitive, un algorithme très simple qui permet de calculer par pas de temps l'évolution du système, sachant qu'en général, la précision diminue si on prend un pas de temps trop grand. Comme on le voit quand même, l'approximation est excellente. L'intérêt de ces méthodes-là, vous me dites à quoi ça sert, puisqu'on connaît l'équation exacte, pourquoi se fatiguer à faire une approximation? Mais une fois qu'on a validé l'algorithme, l'automate sur un calcul analytique, on peut l'utiliser dans des conditions tout autres, là où on n'a pas de solution analytique. En particulier, le cas du ressort. Physiquement, on sait que quand on tire le ressort de manière trop forte, la force de rappel, elle n'est pas proportionnelle à x, mais elle est proportionnelle à x et une petite partie proportionnelle à x cube.
on dit que l'oscillateur, quand il est très étiré, n'est plus complètement harmonique, il est anharmonique, ce qui donne cette équation-là. Ça modifie l'automate de cette forme-là, mais non de manière très complexe, c'est très simple à implémenter. Et cette fois-ci, quand on implémente ça sur un tableur Excel, on obtient ici les deux courbes, et qui montrent bien comment un oscillateur anharmonique, la courbe qui est en orange, est différente de la courbe bleue. L'oscillation est plus rapide du fait que l'intensité de la force de rappel est plus forte. Ce genre de calcul-là ne serait difficilement accessible à la main, sur papier, et alors qu'il est immédiatement accessible par un petit calcul sur un tableur Excel. Donc les automates que l'on peut dériver des équations dynamiques vont permettre d'avoir accès à l'ensemble des solutions avec quelques précautions sur le pas de temps à utiliser. Une dernière équation, l'équation de diffusion, qui est un peu plus générale, puisque cette fois-ci, la grandeur qu'on étudie, qui est la fonction f, elle dépend de x et du temps, elle a une extension dans l'espace. Ce n'est pas simplement une position, ce n'est pas simplement un nombre. On fait le même travail et on a cette fois-ci un tableau à deux dimensions où on aura ici les valeurs de la fonction pour les différentes mailles de l'espace et à gauche, en vertical, en croissant, l'évolution de ces valeurs-là en fonction du temps. Et l'algorithme est relativement simple puisque à un moment donné, la valeur de la fonction dans une position donnée à un temps j plus 1 à la position i, se déduit très simplement des valeurs des voisines à l'étape précédente. Et quand on fait ce calcul-là, voilà un exemple qui résulte d'un calcul sur Excel, pardon, eh bien on obtient une solution tout à fait exacte, d'ailleurs tout à fait comparable à celle que l'on obtient par la solution de l'équation analytique, sauf que le système par cellule discrète, par automate discret, est largement adaptable. On va pouvoir introduire des contraintes qu'on ne sait pas résoudre dans les cas analytiques. Par exemple, de mettre ici un mur réfléchissant, là un trou qui va absorber toutes les valeurs de la fonction, etc. Donc, une fois qu'on a validé l'automate sur une solution analytique, on peut l'utiliser et avoir accès à tout un ensemble de solutions qui ne sont pas directement accessibles par le calcul analytique. Alors, quand on n'avait que le crayon et le papier, ben voilà le genre de calcul à droite que l'on avait. Ça, c'est un calcul d'un physicien qui s'appelait Delaunay, qui a passé un temps énorme de sa vie à calculer par des calculs de perturbations extrêmement complexes, dont on a un exemple ici. Eh bien, pour essayer de calculer les perturbations sur l'orbite de la Lune, du fait qu'elle n'est pas simplement attirée par la Terre, mais qu'elle est aussi attirée par le Soleil. Il a passé des années de sa vie, d'ailleurs, on a pu montrer plus tard, par ordinateur, qu'à partir d'un certain rang de calcul, il s'était trompé, ce qui faisait qu'une partie de ses résultats étaient caducs. C'est ce qu'on appelle... Alors, les méthodes que j'ai utilisées plus précédemment, ça s'appelle des méthodes discrètes, des méthodes aux différences finies, qui sont parfaitement adaptées pour les calculs sur ordinateur, parce qu'ils sont longs et répétitifs. Dans l'ingénierie, ils ont donné lieu à des développements inimaginables, la méthode de ce qu'on appelle des éléments finis, qui sont actuellement généralement utilisés de manière extrêmement courante dans les calculs de résistance des matériaux, ça c'est un calcul d'une poutre, et aussi dans tous les calculs des objets compliqués comme les avions. Par exemple, tous les avions actuellement sont simulés par des outils tels que CATIA de Dassault Systèmes, qui sont des outils qui numérisent l'ensemble des problèmes de la description du système et de ses équations du mouvement par des équations aux différences finies. Et on atteint une telle précision que désormais, on est capable de prévoir l'évolution de l'avion uniquement sur papier avant qu'il ne soit lui-même construit. Donc, nous sommes proches du rêve de Laplace, puisque on peut dire avec Laplace que si maintenant, avec les équations, avec l'ordinateur, eh bien, rien n'est incertain. Avec ces équations-là, on va pouvoir prédire l'avenir et même remonter le passé. Et comme il dit, rien ne sera incertain et l'avenir comme le passé seront présents à nos yeux. C'est le rêve de Laplace du déterminisme pur, dans la mesure où
quand même, on a des ordinateurs et des moyens, une intelligence, disait-il, suffisamment puissante pour le faire. Mais dans ce postulat, il n'y a plus d'obstacle absolu à la prédiction de l'évolution de tous les systèmes sur Terre, il n'y a que des obstacles techniques. Et il faudra voir que ces points carrés, qui au début du XXe siècle va dire faut voir, et qui va démontrer qu'au contraire, que malgré cela, eh bien, il y a toute une part d'imprédictibilité dans l'évolution des systèmes de la nature. Alors, pour introduire ces problèmes-là, on va suivre un petit peu Poincaré, qui a beaucoup étudié ce qu'on appelle le problème à trois corps, et le problème à n corps en général. C'est l'étude des systèmes composés de n corps, souvent de même nature, qui sont en interaction. L'exemple le plus simple étant, par exemple, en planétologie, l'étude des mouvements des planètes lorsqu'on tient compte à la fois du Soleil et de toutes les planètes qui l'entourent. Donc on peut dire que le système planétaire solaire est un système qui a environ une dizaine de corps en interaction. Alors c'est un challenge séculaire, parce que énormément de mathématiciens, d'astrophysiciens s'y ont attachés, et on disait, on aura résolu le problème à n corps si on a des solutions analytiques immédiates, ou si on peut arriver à approcher ces solutions par des calculs convergents de perturbations. Par contre, le problème sera non résoluble si on a accès uniquement par des méthodes numériques approchées. Et puis, notamment, on s'est interrogé sur la stabilité de ces solutions. On dira que le mouvement est stable et prédictible, c'est-à-dire que si des petites variations sur les conditions initiales ne conduisent pas à des catastrophes sur les prédictions. En revanche, à l'époque, on ne connaissait pas le mot chaotique, on dira erratique, lorsque des petites variations sur les conditions initiales peuvent amener à des grandes divergences dans les solutions au bilan. Donc le problème à une corps. Alors, le problème à deux corps a été résolu assez rapidement, puisqu'on sait le résoudre dans toutes les conditions, aussi bien le cas par exemple d'une planète autour du Soleil, c'est un mouvement à deux corps qui est parfaitement résolu. Pour des raisons, c'est qu'on a deux invariants qui bloquent complètement le système. Et puis aussi un mouvement plus compliqué, qui est le mouvement de par exemple, deux étoiles, de masse à peu près égal, et qui sont en rotation l'une par rapport à l'autre. On a un mouvement un peu plus compliqué, qui n'est plus circulaire, mais qui est parfaitement prédictible. Donc le système à deux corps est parfaitement résolu. En revanche, et Poincaré et d'autres ont très vite découvert que le fait de passer à trois corps change complètement la nature du problème, sans parler du problème à n corps. Puisque pour le problème à trois corps, par exemple le Soleil, la Terre et la Lune, eh bien, on a découvert que il y a des solutions très variables. Certaines solutions sont périodiques et stables. D'autres sont des solutions périodiques mais très instables. C'est-à-dire dès qu'on touche un tout petit peu, elles deviennent non périodiques. Il y a des solutions erratiques. Et toutes ces solutions-là, en général, sauf quelques-unes périodiques stables, ne sont accessibles qu'au calcul par ordinateur. Alors, par exemple, le problème à trois corps, si on prend trois corps célestes de masse à peu près égale, en mouvement les uns par rapport aux autres, on peut avoir ce mouvement-là qui est à droite, qui est parfaitement régulier, qui est périodique, on retrouve les situations périodiquement, et stable, puisque des petites variations autour de cette solution-là, finalement, ne perturbent pas le mouvement. Et à côté, le même système à droite, résolu dans des conditions différentes, avec des conditions initiales, vous voyez, donne des mouvements extrêmement complexes, et en plus des mouvements tels que une petite variation initiale va conduire à des solutions complètement différentes. Donc, les solutions les plus courantes sont apériodiques et difficilement prédictibles puisqu'elles sont très sensibles aux conditions initiales. Poincaré s'est très vite rendu compte donc que quand on considère l'océan des équations dynamiques des systèmes, il y a des équations relativement plus simples qu'on appelle les équations linéaires, qui sont un petit sous-ensemble. Et c'est le sous-ensemble que nous avons étudié jusqu'ici. Et même dans ces équations linéaires, il y a quelques petits îlots d'équations connues, avec des solutions connues, et une mer importante de solutions qui ne sont accessibles que par le calcul numérique. Donc,
Poincaré, qui est un mathématicien, qui a fait beaucoup de topologie, a eu une approche systémique. Au lieu d'étudier chacune des solutions une par une, il s'est intéressé à ce qu'on appelle la topologie des familles de solutions. Et pour ce faire, il a introduit une notion qui a été ensuite très utilisée, qui est la notion d'espace de phase. L'espace des phases, qui est l'outil de base pour étudier les classes de solutions, pas forcément les solutions une par une. Classiquement, depuis Newton, si je prends le cas du pendule, on étudiait l'évolution du pendule au cours du temps, c'est-à-dire sa position x au cours du temps, qui est soit une oscillation régulière, mais dès qu'il y a des frottements, on avait une solution avec des oscillations qui s'amortissaient. Mais cette vision-là ne se prête pas aux études de Poincaré. Poincaré introduit ce que l'on appelle l'espace de phase, c'est-à-dire un espace où on porte sur un axe la position et sur l'autre axe la vitesse, ou quelque chose qui est proportionnel à la vitesse qu'on appelle le moment cinétique. Et en effet, si on prend un pendule que l'on écarte au repos, il est en A, donc il a une position négative du côté gauche, il a une vitesse nulle, donc par rapport à la vitesse, il est nul. Si on le lâche, il va se rapprocher du centre avec une vitesse croissante. Il passe en B, où il a une vitesse maximum et il passe à la position neutre. Et il continue en ralentissant vers l'extension maximum à droite C, pour revenir ensuite à un point symétrique de B, D, qui est au centre, mais avec une vitesse de sens différent. Et donc, dans l'espace de phase, une des trajectoires possibles pour un pendule, c'est cette trajectoire circulaire ou ellipsoïdale. Alors ceci va pouvoir se généraliser parce que on ne va pas s'intéresser à une trajectoire, on va s'intéresser à l'ensemble des trajectoires possibles. Alors prenons un exemple, ici dans la simulation, eh bien on va prendre... non, je pense que ce ne sera pas visible, donc je reviens à la position initiale. Eh bien, si on prend ce pendule-là, donc dans le blog, en ayant accès à la simulation, on verrait que si on prend un pendule et qu'on l'écarte de sa position d'origine, sa trajectoire dans l'espace des phases va être une spirale, puisqu'il va converger vers l'origine. Il faut aller sur le site du CNRS qui est en référence pour pouvoir voir toutes les trajectoires possibles. Sur le même site du CNRS, on peut voir aussi le pendule double, qui est un pendule articulé, et là on voit les trajectoires d'espace de phase qui deviennent un peu plus compliquées, mais qui permettent de décrire l'ensemble des solutions possibles pour le pendule double, et puis d'autres cas plus compliqués, ou plus à 3 dimensions, qui est par exemple ici le résultat d'une équation dynamique qui étudie les équilibres entre 3 espèces qui sont en concurrence pour 3 espèces animales ou végétales qui sont en concurrence pour des ressources. Eh bien, sachant que les 3 espèces, lorsqu'elles sont sur un axe, le système correspond au cas où une espèce domine toutes les autres. Donc il y a 3 solutions, disons, asymptotiques qui correspondent à une espèce qui a tué toutes les autres, et puis toutes les solutions intermédiaires. Eh bien, l'espace des phases de cet équilibre de compétition de 3 espèces va être décrit par des courbes dans cette structure-là. Voilà. Donc, on aperçoit déjà que dans l'espace des phases, les trajectoires suivent des évolutions qui sont très variables. Et Poincaré et d'autres vont montrer que finalement, un système dynamique, lorsqu'il évolue, c'est comme un alpiniste qui marche dans un espace de montagne qui a des structures avec des vallées, avec des creux, avec des cols, avec des montagnes, et que donc la trajectoire du système va être une évolution dans ce paysage structuré. Et il a introduit la notion, et d'autres, la notion d'attracteur, qui vont être les structures de cet espace qui vont conditionner l'évolution des trajectoires. Alors si je reviens au pendule de tout à l'heure, eh bien voilà l'espace des phases d'un pendule non amorti. Donc la position, elle est en axe horizontal, la vitesse, elle est la position
verticale, on retrouve assez facilement les trajectoires en noir qui correspondent à l'oscillation du pendule qui est autour de la valeur d'origine. Et alors, quelles sont les trajectoires en rouge? Ben, c'est simplement l'histoire du pendule qui n'est pas un fil, mais qui est une baguette avec une masse au bout et qui peut tourner autour de son axe. Si vous lancez trop vite ou trop fort le pendule, eh bien, il va se mettre à tourner. Donc, il va tourner autour de son axe en ralentissant quand il sera en position haute et en accélérant lorsqu'il sera en position basse. Donc voilà le paysage d'un pendule non amorti. Eh bien, il est constitué de pics qui sont des endroits répulsifs et puis d'attracteurs qui sont des zones un peu creuses où s'il était amorti, il tendrait à converger. Donc il y a des points fixes, stable ou instable, et des attracteurs périodiques et il y a des cols. Des travaux ultérieurs ont fait une espèce de catégorisation, ont cherché à classer toutes les classes d'attracteurs possibles. Ici, mais on y reviendra plus tard, on a des attracteurs qui attirent, on a des répulsifs, des montagnes qui tendent à repousser les trajectoires. Il y a des trajectoires périodiques comme celle-ci, et puis il y a des cols, enfin différentes structures qu'on appelle des attracteurs. Alors, pour rajouter le pendule, voilà une autre illustration qui est cette fois-ci un pendule amorti, puisque le pendule étant freiné, si on le lance très fort, il va se mettre à tourner autour de son axe, mais progressivement, il va revenir à une position où il va se mettre à osciller et à spiraler vers une déposition. Donc voilà une image de l'espace des phases pour un pendule amorti. Donc Poincaré a prévu dans ses calculs que bien sûr il y avait des attracteurs, mais il avait prévu que la dynamique de certains systèmes devenait extrêmement sensible aux conditions initiales, ce qui rendait le système imprédictible. Et donc, dans notre paysage montagneux, en plus des cols, en plus des vallées, en plus des montagnes, il y avait d'autres attracteurs de structures beaucoup plus compliquées qu'on appelait après lui, je ne pense pas que le nom vienne de lui, qu'on appelle les attracteurs étranges et dont on va voir qu'ils sont surtout accessibles par ordinateur et qui vont démontrer que le rêve de Laplace est vain puisque ces attracteurs étranges, même s'ils sont parfaitement déterminés, empêchent la prédiction, empêchent que l'on puisse prédire de manière sûre et certaine l'évolution de ces systèmes dynamiques. Le plus célèbre de ces attracteurs, qu'on étudiera dans le chapitre suivant, c'est le fameux attracteur de Lorentz, pour lequel deux trajectoires infiniment proches peuvent conduire à des solutions extrêmement différentes. Donc, Poincaré a tué le rêve de Laplace, et c'est ce qu'on appelle le chaos déterministe que nous allons étudier dans les cours suivants. Donc, ce chapitre-là est un chapitre un petit peu apéritif qui passe en revue ce qui a été l'objet des travaux de la plupart des physiciens mathématiciens pendant 2-3 siècles, c'est l'étude des systèmes dynamiques avec les outils du calcul infinitésimal. Et l'ensemble de ces équations très puissantes, souvent n'est soluble que dans certains cas. L'arrivée de l'ordinateur avec les méthodes de calcul discret ont laissé l'espoir de pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces solutions. Poincaré, déjà, même avant l'ordinateur, a eu une approche globale de la dynamique des systèmes qui laissait prévoir que peut-être que certains de ces systèmes avaient des structures qu'on appelle les attracteurs étranges qui rendaient leurs prédictions tout à fait sensibles aux conditions initiales. C'est ce que l'on appelle désormais le chaos déterministe et qui fait l'objet du chapitre suivant.